Moi, il y a un témoignage qui m'avait vraiment marqué, c'est que la maman, son enfant était hospitalisé et elle disait à sa famille qu'il était hospitalisé pour autre chose. Parce que la famille n'était pas au courant que l'enfant était porteur de cette maladie. Parce que pour eux, c'était gênant, parce que pour eux, c'était quelque chose où c'était impossible de concevoir, de dire à leur famille: «Oui, mon enfant, il est drépanocytaire». C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut arrêter. C'est la génétique qui ne va pas. Il y a pas autre chose. C'est pas quelque chose qui s'attrape, on t'a ensorcelé ou quoi qu'est-ce. C'est la génétique. Coming and crashing they night. 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 Identité. Bonjour à tous et bienvenue sur Mémoire et Identité en espérant que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une charmante dame. Eh oui, elle est là à côté de moi. Avant de vous la présenter, juste pour vous dire qu'il y aura quelques petites modifications. Généralement, on raconte l'histoire de nos parents qui ont décidé de venir en France. Mais là, l'histoire de cette dame m'a vraiment touché. Donc, je me suis un peu décalé du sujet principal pour écouter son témoignage. Elle est là avec moi et elle s'appelle Kumba. Bonjour Kumba, Bonjour. comment tu vas bien? Très bien. Déjà, merci de nous avoir contactés pour venir raconter ton histoire. Franchement, moi, ça m'a touché comme pas possible. Donc, pour moi, il était obligatoire de faire l'interview avec toi parce que c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, mais il faut se pencher sur ce sujet-là. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, je m'appelle Kumba Mariga. Hmm. Je suis maman de 3 enfants. Et à côté de ça, j'ai une passion qui est le cinéma. Donc je suis actrice et, et voilà. C'est cool ça. Donc voilà. Et j'ai une association qui sensibilise à la drépanocytose. Bah voilà, tu m'as sorti le mot de la bouche. Donc aujourd'hui, le sujet principal, comme vous avez pu l'entendre, c'est la maladie, la drépanocytose. On entend parler, mais vraiment vaguement, donc elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc ma première question, Kumba, si tu me le permets, c'est qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose, on a en 2 mots, c'est une maladie génétique qui touche les globules rouges. C'est une malformation des globules rouges. Et encore une fois, c'est la génétique qui est dans toute sa splendeur, qui nous a créé le globule en forme de fossile, tout simplement. Et c'est ce fossile-là qui vient obstruer les vaisseaux, qui empêche l'oxygène de monter aux organes et de faire vivre correctement nos organes, tout simplement. Mais justement, la drépanocytose, qui est concerné par cette maladie-là et pourquoi justement on n'entend pas parler de drépanocytose? Parce que avant que justement tu me contactes pour parler de ça, moi j'avais entendu parler de cette maladie, mais pour moi c'était secondaire pour dire que je n'entendais pas souvent. Alors, donc, est-ce que tu peux nous dire qui sont concernés par cette maladie et quels sont les signes et annonciateurs pardon, de cette maladie-là? Bah, la drépanocytose, elle concernait à une époque jusqu'à, on va dire, dans les années 2000, une population, toute l'Afrique subsaharienne. Mais aussi, Excuse-moi, quand tu dis toute l'Afrique subsaharienne, ça veut dire que Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique du Sud ne sont pas concernés? ah si, 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 mais ils avaient ciblé toute l'Afrique subsaharienne, vraiment, ceux-là. Après, où il y a un pied noir, on est susceptible d'être porteur de la drépanocytose. Voilà, d'un gène. Voilà. Donc, à notre époque maintenant, eh ben, c'est tout le monde qui est concerné. Donc Voilà. maintenant, Les Indes, que ça. Moi, pour moi, la drépanocytose, c'est partout dans le monde. Simplement, la personne qui a été atteinte, c'est une personne de couleur noire. Et à partir de ce moment-là, dans l'histoire de la drépa, parce que quand on reprend l'histoire, elle date de 1846, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. 1846. Si je ne me trompe pas, les premiers signes qui ont été décelés, c'était un soldat qui est tombé malade et un soldat chercheur a trouvé que cette personne-là était atteinte de drépanocytose, avait déjà signalé
par rapport à ça. Mais on n'a pas tenu compte de ce que ce monsieur avait dit. Donc, plus tard, il s'est avéré qu'il y a eu plusieurs cas. Et de là, eh ben, ça a été confirmé qu'effectivement, Les premiers soldats qu'ils ont détecté la maladie, ils venaient de l'Afrique de oui, l'Ouest, c'est ça? on ne sait pas s'il vient de l'Afrique de l'Ouest parce que c'était un esclave. Donc, l'esclave, c'est pas, il y en avait partout dans le monde. Ah, d'accord, ok. Si on remonte l'histoire, voilà, si on remonte vraiment l'histoire, et encore une fois, ce sont des informations, j'ai été faire des petites recherches. Pour moi, eh ben, c'est que c'était le premier noir qui était porteur de ce gène-là. Mais comme je te disais tout à l'heure, pourquoi justement on n'entend pas parler autant de cette maladie? Parce qu'elle touche beaucoup de monde. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, c'est pas une chose que j'entends parler fréquemment. Déjà, cette maladie-là, c'est une maladie de pudeur. C'est pas tout le monde qui va en parler. C'est pas tout le monde. Moi, personnellement, je parle de mon cas. Si j'ai décidé d'en parler, c'est que moi-même, je ne savais pas c'était quoi la drépanocytose. Donc, moi, j'ai eu ma fille en 2003. Quand je l'ai eu en 2003, un mois après, Robert Debré m'appelle. Oui, bonjour madame, on va prendre rendez-vous avec vous parce que on a votre fille, elle est porteuse de la drépanocytose. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Voilà, il m'explique un petit peu. Je dis: «Ah bah non, attendez, je vais chercher mon carnet de santé», le mien. Donc je vais chercher mon carnet de santé. Dans la première page, il y a l'identité et toutes les informations nous concernant après naissance. Et je regarde, je dis: «Non, mais il ne faut pas mentionner drépanocytose». OK, bon, il me donne un rendez-vous. Déjà, moi, je me prépare. On me dit: «Ça va aller, vous êtes en France, vous inquiétez pas, c'est bien pris en charge» et cetera et cetera. Il y a pas de souci. Donc Mais est-ce moi que tu savais de quoi on te parlait? je ne savais pas parce que je ne connaissais même pas. Alors que mes parents, ils se sont intégrés, depuis très jeune ici en France et ma mère, elle savait, lire et écrire, mon père aussi. Donc à aucun moment, ça a été dit à mes parents: «Oui, votre fille, elle est porteuse». Il faut savoir que je suis porteuse sein. Donc j'ai un trait et pas l'autre, d'accord? D'accord. Ouais. Donc normalement, je pense qu'à cette époque-là, même si la recherche, elle était, à compte-gouttes, quand même, quand même, ça devait être mentionné. Moi personnellement, si moi je me suis rendu compte parce que j'ai eu ma fille, alors ceux qui sont nés avant moi, est-ce qu'ils ont eu cette information? Voilà, Ah ouais, c'est c'est clair. ça. Donc ce qui m'importe moi dans cette sensibilisation, c'est vraiment les porteurs sains. On va dire ceux qui sont SS, ils sont déjà suivis. Mais ceux qui sont porteurs sains, qui Mais ne c'est le quoi savent pas, un porteur sain? un porteur sain, c'est quand tu as un seul trait de cette maladie. Voilà, juste un seul trait. Normalement, c'est SS, ça veut dire les 2 globules ne sont pas bien formés, mais Alors, SS, c'est une personne qui est atteinte de la drépanocytose à oui, 100%. la forme grave, D'accord, la forme grave. voilà. Et celui qui a AS, par exemple, ou je Il a sais, le gène, d'accord, il a le gène. Après, tout dépend des cas. Est-ce que ce gène-là, il va, donner d'autres symptômes ou pas? Mais on est porteur de ce gène, voilà. Et c'est, quand on dit DREPA, c'est grosse anémie, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas d'anémie, son hémoglobine, elle est entre 12, 13, on va dire. Mais quelqu'un qui est porteur, comme ma fille, son hémoglobine de base, elle est de 8,5. Vous vous rendez compte? alors, il faut que tu nous éclaires un petit peu parce que moi, j'ai pas tout compris. Quand tu dis quelqu'un, il a une hémoglobine de 8, ça représente quoi par rapport à l'échelle de quelqu'un qui a un hémoglobine de 13? Bah, Exemple. quelqu'un qui a l'hémoglobine de 13, ah, ça veut dire qu'il n'est pas anémié. Donc tout va bien. Le D'accord. sang, il est correct. Mais quelqu'un qui est à une hémoglobine de 8,5, vous vous rendez compte? Quand ces globules vont se casser, c'est que c'est très dangereux par la suite. Donc ça va jusqu'à la transfusion. D'accord? Ah d'accord, à ce Jusqu'à point-là, ouais. l'hospitalisation. Donc vraiment, c'est l'anémie. Déjà, quand on est anémié naturellement, on est beaucoup fatigué, on n'est pas bien. Donc voilà. Alors, vous vous rendez compte, quand quelqu'un qui est porteur de la DREPA, qui a un hémoglobine de 8, 9, etc., qui descend en dessous de la Mais normale, c'est quoi le taux minimum? C'est quoi? C'est 10, c'est 8, déjà c'est 10, pour quelqu'un de normal, on est un peu fatigué. D'accord? Eux, déjà, ils sont nés avec ça. Donc, ils se régulent, à mon avis, eux-mêmes et par rapport au traitement de fond, déjà, parce qu'ils ont un traitement de fond. Nous, déjà, naturellement, quand on a notre hémoglobine de base qui est correcte, il suffit qu'on chute d'un petit peu, Ah là, je comprends mieux. on n'est pas bien. Ouais. Mmh. D'accord? Ça veut dire qu'il faut Et pas après les s'ils sont fatigués, faut pas non plus les forcer. exactement, S'ils sont vraiment fatigués, il faut les laisser se reposer, exactement. reprendre des forces et repartir. Parce que des fois,
C'est vrai que quand on a un enfant qui drait pas et qui est fatigué, des fois, on l'embête dans le sens où on le pousse à faire des choses, mais on ne se rend pas compte qu'il est épuisé. Parce que si tu me dis que son taux d'hémoglobine il est à 8, il ne faut pas essayer de le pousser à faire d'autres activités ou quoi que ce soit. Ça va vraiment le fatiguer plus Ça qu'autre va le chose. fatiguer et en plus il a son rythme et sait où sont ses limites. Donc à partir du moment où l'enfant il sait où sont ses limites, il va le faire savoir. Et de toute façon, un DREPA, il est suivi, il a un traitement de fond qui prendra toute sa vie. Voilà. Il y a un truc dont je veux revenir avec toi. C'était intéressant quand tu m'as dit que l'hôpital t'a appelé pour que tu reviennes avec justement le carnet de santé. Mais justement, quand ils t'ont appelé, c'était pour te dire quoi exactement? C'était pour me dire que ma fille allait atteindre de la drépanocytose. Mais quand ils t'ont dit que ta fille justement allait atteindre de la drépanocytose, ils t'ont donné des consignes pour justement comment suivre, comment gérer. Pourquoi En, ils t'ont appelé justement? C'est ça que je voulais savoir. en fait, quand ils m'ont contacté, c'était pour m'annoncer déjà. Déjà, on va annoncer à une maman qui vient d'avoir son enfant que son enfant est porteur d'un handicap, d'une maladie qui est invisible. Mais D'accord. justement, mais comment tu peux l'encaisser sachant que tu sais pas qu'est-ce que c'est? Comment je l'ai encaissé? Au début, quand elle me l'a dit, j'ai, je me suis tue pendant quelques minutes. Et après, j'ai dit, bon, je connais pas, Ben voilà, parce qu'on ne connaît pas en fait. je connais pas, ok, mais j'ai été regardée, hein. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai été regardée. Et c'est là que j'ai vu grosse anémie. J'ai dit, bon, ben, on va pas s'inquiéter, on va aller à ce rendez-vous-là et on va tout savoir. Et c'est à ce rendez-vous-là que j'ai compris ce que c'était et qu'après, voilà, c'est là, on peut pas reculer. Il faut avancer avec ça, il faut vivre avec ça, il faut pas montrer à la petite qu'il y a cette maladie, il faut lui faire comprendre que à un moment donné, voilà, il y aura un changement dans sa vie et lui apprendre que forcément qu'elle est atteinte de cette maladie, et cetera. Mais voilà, faut l'accepter, l'acceptation. Mais comment tu l'as encaissé, toi? Moi, je l'ai bien encaissé, hein, pour vous dire, hein. Je l'ai bien encaissé parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, quoi qu'il arrive, ça va rester ma fille. Quoi qu'il arrive, on va surmonter ça ensemble. Quoi qu'il arrive, c'est là. OK, je vais reculer, je vais me prendre la tête, je vais dire: «Non, c'est pas possible», je vais rejeter. Non, mais ça va pas faire, grandir ma fille. Donc c'est vraiment par rapport à elle. Je me suis dit: «C'est là, on va se battre à 2, on va tout faire et elle ira loin dans l'espérance de vie et voilà». Ouais, franchement, c'est fort ce que tu dis, hein. Franchement, bravo à toi. Merci. Euh, alors, je voulais venir sur ces questions-là. Je voulais te demander qui sont les personnes concernées, mais tu m'as dit que c'était l'Afrique subsaharienne. Après, tu m'as dit non, c'est l'Afrique tout entière. Et après, tu as dit un truc qui m'a fait tilt. Tu as dit aussi les Indiens sont concernés, Oui, les Maghrébins aussi sont concernés, oui, et tu as dit que tout le monde est concerné. oui. Mais quand tu dis tout le monde, ça veut dire quoi tout le monde? Pour moi, c'est tout le monde. Quand je dis: «Le monde est concerné», c'est parce que dans le monde, nous, comme on dit, c'est une maladie de noirs. Nous, les noirs, on est partout dans le monde. À partir du moment où on est partout dans le monde, où il y a eu ce métissage, la DREPA y est. Voilà, D'accord. ok, Au d'accord. début, eux, ils ont stigmatisé qu'une seule population, qu'un seul groupe qui était atteint de cette maladie. Mais il s'avère que, voilà, on entend de plus en plus, dans tel pays, il y a la DREPA, il y a ceci, il y a cette grosse anémie. Et à un moment donné, c'est une réalité. C'est tout le monde qui est concerné, de près ou de loin, encore une fois. Voilà. La couleur ne fait pas de différence. Le sang, on a tous le même sang dans le corps. Exact. Donc, à partir du moment où on a tous le même sang et que la génétique a décidé d'être mal formée, donc on est un peu tous Donc, on est concernés. d'accord que c'est pas une maladie de noirs. C'est une maladie qui touche toutes les populations. Une fois qu'il y a du métissage, tout le monde est concerné. Une fois qu'il y a du métissage, tout le monde est concerné. Encore une fois, quand ils ont dit maladie des Noirs, je vais reprendre peut-être que c'est parce que je ne les défends pas, hein. Comme c'était un jeune noir qui a été atteint de la drépanocytose, qui se sont arrêtés qu'à ce jeune noir. Peut-être qu'avant, il y a eu un blanc, un jaune, un vert, un rouge, peut-être, mais on ne l'a pas su. Mais ils se sont arrêtés sur ce jeune noir qui a été atteint de cette maladie. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait plus de noirs qui étaient atteints. Mais, encore une fois, dans le temps de l'esclavage. Il ne faut pas oublier ce petit mot. Alors, est-ce qu'il y avait autant de noirs, autant de blancs? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il n'y a que ces chercheurs qui ont pu déterminer tout ça, qui peuvent nous le dire. Et tous ces gens-là,
peut-être qu'ils sont plus dans ce monde-là, mais peut-être que ceux qui sont derrière eux sont là. Ouais. Donc voilà. Donc on y est, c'est un mystère cette histoire. Voilà. À quel âge on détecte cette maladie? Bah, pour ma fille, encore une fois, c'est bizarre, hein, comment la vie, elle est bien faite. Je me rappelle, le docteur m'a dit, «Vous savez, à partir de 9 mois, vous allez voir les premiers signes. Donc avant, 9 mois, tout va bien, vous allez vivre normalement». Donc ce que j'ai fait, on a profité, mais vraiment jusqu'à les 8 mois et demi. Et à partir de 8 mois et demi, j'ai dit: «Attention, elle va bientôt avoir 9 mois, donc comme elle me l'avait dit, ça va pas tarder». Et effectivement, à 9 mois pile poil, elle prenait son vin et tout et elle a beaucoup pleuré à ce moment-là. J'ai dit: «Ah, j'ai Mais quand peut-être». tu dis elle a beaucoup pleuré, parce que généralement les bébés ils pleurent, ça on le sait tous. Ouais, mais c'était un pleur qui était pas pareil. Ah ouais? C'est pas ce pleur, c'était un pleur qui perçait. C'était un pleur que tu sens De qu'il y a souffrance. de souffrance, exactement. Oh là là. Voilà, c'était un vrai pleur. Ah franchement c'est, Et directement, je l'ai prise, enfin, je l'ai emmenée, regardez, ça me donne un peu de. ah bah c'est je comprends très bien, je compatis. Mais bon, si tu as décidé aussi de faire ce témoignage, c'est pour aussi sensibiliser, Ouais. les jeunes mamans et les jeunes papas. N'hésitez pas à aller consulter pour vos enfants parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui négligent cette maladie-là parce qu'on n'entend pas parler de cette maladie-là. Donc, courage et bravo en tout cas de venir témoigner, sur ce plateau. Alors comme tu as dit, quand elle a pris Ah, son bain excusez-moi. non, il y a pas de problème. Quand elle a pris son bain, c'est là où tu as remarqué que ses pleurs n'étaient pas pareils. Heu, je suis pris aussi par l'émotion, désolé, tu as dit que c'était pas pareil. Mais comment toi, tu as su surmonter ça? Tu t'es dit: «Bon, on va y aller. Ouais. Maman, tu ma fille, on est ensemble aujourd'hui et demain». Alors, pourquoi aujourd'hui tu as décidé de témoigner justement? Pourquoi tu as décidé Ben, j'ai de décidé venir sur Mémoire et Identité pour nous parler de cette maladie-là? parce que j'en avais besoin et j'avais besoin de montrer aux autres personnes, surtout toutes les personnes qui m'ont accompagné et toutes les personnes qui sont avec moi dans cette association et toutes les personnes que j'accompagne. J'ai besoin de montrer, de dire, il faut soutenir les gens qui sont porteurs de la DREPA. Il faut accompagner ces associations, il faut accompagner ces personnes. Ça peut être un voisin, ça peut être un enfant qu'on a croisé, ça peut être une personne lambda, mais c'est important. Rien qu'un petit soutien, ça donne cette force. Et j'ai besoin aussi de venir, te voir, parce que ça fait partie de mon identité. Mais Voilà. tu sais, quand tu dis, il faut venir soutenir et parler avec les gens, mais cette maladie, elle est taboue. Les gens n'en parlent pas. Comment tu veux venir, comment tu veux aller les aider si eux-mêmes ne veulent pas venir vers nous justement pour nous parler de ça? Je vois ce que tu veux dire, Grosse mais grosse grosse, grosse réponse et grosse question aussi. C'est vrai. Mais ces gens-là, peut-être qu'ils l'ont montré, mais peut-être qu'on ne s'aperçoit pas. Parce que quand on dit handicap, personnellement, je pense que l'être humain, il dit: «Ah, bah, c'est bizarre, physiquement, on ne le voit pas». Mais ça, c'est des choses qui sont invisibles, on ne voit pas. Et cette pudeur-là, si le parent lui-même n'en parle pas, peut-être même qu'il va cacher ça à son enfant. Peut-être que même l'enfant va pas comprendre et quand il va le comprendre, c'est trop tard. quand tu dis le parent, il cache ça à son enfant, mais comment tu peux cacher ça à ton enfant? Tu c'est C'est compliqué. Moi, j'ai eu des témoignages, j'ai participé, je suis partie voir des personnes où je sais que c'est pudeur chez eux. Je sais que dans leur communauté, c'est très, 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 très pudeur. Moi, il y a un témoignage qui m'avait vraiment marqué, c'est que la maman, son enfant était hospitalisé et elle disait à sa famille qu'il était hospitalisé pour autre chose. Parce que la famille n'était pas au courant que l'enfant était porteur de cette maladie. Parce que pour eux, c'était gênant. Parce que pour eux, c'était quelque chose où c'était impossible de concevoir, de dire à leur famille, oui, mon enfant, il est drépanocytaire. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut arrêter. C'est la génétique qui ne va pas. Il n'y a pas autre chose. C'est pas quelque chose qui s'attrape, on t'a ensorcelé ou quoi qu'est-ce. C'est la génétique Est-ce que tu quasi. penses qu'il y en a, ils pensent que c'est, Oui, sorcellerie. ah Oui. bon? Ah oui, ah oui. Il y en a qui pensent que c'est de la sorcellerie. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a, ils rejettent leurs enfants par rapport à ça? Sûrement, sûrement, sûrement. Encore une fois.
Alors, une question aussi, Il y en a qui sont comment... rejetés par leur famille, hein, aussi, Ouais, sûrement. Il y a ouais. plein de choses et c'est pour ça que je dis ces gens-là, ils ont besoin. C'est pas le fait de venir et de parler de la DREPA, c'est pas ça. C'est vraiment de dire oui à toutes ces personnes qui m'entendront aujourd'hui, qui me verront aujourd'hui. Battez-vous, battez-vous, ne lâchez rien. Peut-être que c'est invisible, mais c'est le moment. On est en 2025, on a gagné. On a gagné une chose cette année, c'est que tous les enfants, que ce soit vert, jaune, rouge, blanc, tout le monde à la naissance est dépisté. Et ça, c'est un grand pas. Vous vous rendez compte? Ouais, ouais, franchement, C'est ouais. un grand pas. Alors si ça, c'est un grand pas, on doit se lever pour se battre pour nos enfants. Tous les défunts qui sont partis à cause de la DREPA et on n'en parle pas. D'accord? Pour toutes les autres maladies qu'on connaît, on en parle. D'accord? Dans le Téléthon, on en parle. La DREPA, on en parle, mais pas assez. Partout, on en parle, mais pas assez. Et c'est ça qui me ronge. C'est ça euh, qui me fait mal. C'est vrai que moi, cette maladie-là, j'entends parler, je le dis, je le répète, j'en entends parler, mais pas assez. Malheureusement, on n'en entend pas assez. Mais comment tu jongles justement avec ta vie professionnelle et ton quotidien par rapport à cette maladie? Bah, faut savoir que c'est un équilibre, hein. Parce que Ça maintenant, c'est vrai que ta fille, elle est grande, elle est âgée, mais quand elle était plus petite, Quand elle était plus petite, eh ben, on vit avec. Je sais qu'elle est malade. Je sais que c'est ma fille. Voilà, on a pu gérer les 2. Ça faisait partie des besoins fondamentaux, c'était ancré dans nous. C'est pour ça que je dis ça faisait partie de mon identité et c'était là. Donc à chaque fois qu'elle avait une crise, voilà, c'est ça que je à voulais chaque savoir. fois qu'elle avait une crise, eh ben, au travail, tout le monde était au courant. Donc tout le monde s'organisait vis-à-vis de moi et j'arrivais à gérer. Quand elle est hospitalisée, eh ben, je m'arrêtais et voilà, on essaie de s'organiser comme on peut, mais jusqu'à aujourd'hui, bah, tout va bien, hein. Mais justement, c'est ça, je voulais venir avec toi. Au travail, ça va? Ils acceptaient tes absences? Oui, Ils toléraient que tu t'absentes? oui, Ça va? oui, Sur ça, ils étaient cool avec toi? oui, oui, vraiment, il y a rien à dire. Ah, franchement, Il bravo. y avait cette compréhension et humainement, ils étaient là. Franchement, et c'est peut-être cette force et tout qui m'a fait tenir et j'ai pu vivre une vie normale, en fait. Je vis ma vie normalement. Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Elle aussi, pareil, ça change rien à notre vie. Voilà, trop Simplement, bien. quand elle a la crise, quand c'est une crise, qu'elle est hospitalisée, c'est, le monde s'arrête pendant le temps qu'elle est hospitalisée, jusqu'à sa convalescence. Mais c'est quoi une crise? Est-ce que tu peux nous décrire quels sont les symptômes de la crise? Qu'est-ce qui se passe quand on a une crise? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une crise? Bah, pour ma fille, encore une fois, quand elle a une crise, et ben, c'est des douleurs au niveau des articulations. Bah, c'est là où, vraiment où le sang il circule et tout et elle me dit: «Maman, je crois que ça va commencer». D'accord. Bon, elle a un traitement de fond, donc elle prend son traitement. C'est quoi le traitement des repas? Alors les Drépas, moi, ma fille, elle prend du Cyclos, elle prend du Special Folding et elle a du Doliprane codéiné ou pas, ou selon quand la crise, elle commence et ben, il faut, voilà, il y a un traitement, qu'il faut adapter avant d'aller aux urgences. Voilà. Et une fois que tu vas aux urgences, ça se passe comment quand elle a vraiment mal? Bah, quand elle a vraiment mal, dès qu'on arrive, la prise en charge, ils lui font le test pour savoir son hémoglobine. Donc tout de suite, ils lui mettent le scope pour voir, tout, c'est pour, la respiration et cetera. Donc ils font tous les examens de fond et une fois qu'ils ont les résultats, là, ils savent tout de suite si elle est en baisse d'anémie, si, le poids n'a pas été touché parce qu'il y a plein de choses qui va avec. Donc il y a cette prise de sang qu'ils font, mais en attendant, avant que tout ça, des résultats sortent, ils l'hydratent tout de suite. Ils mettent tout de suite de la morphine quand c'est une grosse crise, parce que c'est entre une échelle de 1 à 10. Donc elle, quand on arrive, c'est 10, souvent. 10. Ouais, c'est souvent 10. Ouais, ouais, c'est souvent 10. Donc c'est morphine, Nubain et cetera et cetera. Il y a des gros traitements de fond. Alors pour bien préciser, une crise, apparemment, c'est comme si on broyait les os, si je dis pas de conneries. Moi, ma fille, elle m'a dit: «Maman», elle me dit: «C'est comme si, heu, on prend un marteau et on te tape». Voilà, on te tape. Voilà, Imaginez un on te tape. marteau et on tape. Voilà, C'est ça la douleur. c'est ça. C'est pas une petite douleur, donc Alors c'est costaud. Et donc tu m'as dit, dès qu'elle arrive, elle, c'est 10 et son hospitalisation, elle peut durer combien de temps à peu près? alors souvent, là, quand elle était petite, c'était pas, c'était des 1 semaine. Mais quand elle fait des grosses crises, d'accord? Avec,
une crise vaso-occlusive avec souvent, elle fait un début d'embolie pulmonaire et tout. Voilà, ça la fait passer en réanimation. Elle peut faire 2 semaines. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, c'est Avec les trans- transfusions. Ah oui, oui, oui. de 1 à 2 semaines, avec transfusion sanguine et tout. Ah oui, oui, échange et tout. Ah oui, des fois, elle passe. Des fois, je l'emmène et 2 heures après, elle est en réa parce que elle fait un syndrome thoracique. Un syndrome thoracique, c'est quand au niveau des poumons, et ben, on a cette grosse infection et ça empêche de respirer en fait. Voilà. Et quand vraiment les globules se cassent très rapidement et tout, voilà. Donc là, elle a besoin d'être réanimée. Donc, il donne tous les traitements de fond pour voir, pour la restabiliser en fait. Mais elle passe 3-4 jours, 3-4 jours en réa. Ah ouais, quand même. Ouais, 3-4 jours en réa. Et les STA, et ben, plus t'en fais, bah, plus, faut dire que les organes, ils souffrent, hein. Donc, Bah, moi, j'ai appris aussi que maintenant, de plus en plus de gens commencent à parler de cette maladie-là parce que j'ai appris que c'était la première maladie génétique. Donc maintenant, il y a des artistes qui commencent à parler de cette maladie-là. Il y a un peu plus de gens qui parlent de cette maladie-là et je trouve que c'est très, très bien. Ça sensibilise. Donc, on va arriver au terme de cette émission. Kumba, si tu as un mot justement à faire passer, un message à faire passer, des gens à saluer, je te laisse les caméras à toi. Donc, si tu as quelque chose à dire, je t'en prie, vas-y. alors moi, déjà, je te remercie de m'avoir invité à ton émission Mémoire et Identité. Franchement, c'est tout à ton honneur. Ah, franchement, merci à toi en tout cas d'être venu. Et j'ai plusieurs choses à dire. N'ayez pas peur. Allez-y, parlez-en. C'est important. C'est une vie. C'est plusieurs vies. C'est peut-être la vôtre, peut-être celle de votre enfant, peut-être celle d'un proche, d'un ami. Il est important. On est en 2025. Il faut arrêter avec cette pudeur. Il faut arrêter. La santé avant tout. Comment? Comment? Je ne sais pas, hein. Je ne dirai pas. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est encore tabou. C'est des sujets qui sont encore très lourds. Mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, comment on peut faire avancer la recherche? Comment on peut aider les autres? Comment? Moi, à ma petite échelle, je fais ce que je peux. Je sais qu'il y a d'autres associations qui font des belles choses. Mais moi, je pense à une chose. On devrait créer un collectif. On fait tous la même chose. Et pour une seule cause, guérir nos enfants. Pensez à tous les enfants qui sont décédés, à toutes les personnes qui sont décédées dans l'ombre. On n'en a pas parlé. Pensez à la recherche. Elle avance à petits pas. On est dans un pays où, normalement, la recherche, elle devrait avancer pour cette maladie. Le Covid, en quelque temps, ça a été élucidé. Pourquoi pas la nôtre? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est une maladie de noir. Mais là, aujourd'hui, en 2025, ça a été dit, ça a été écrit, ça est passé dans les journaux. C'est une maladie de tous. Alors, je demande à l'État, je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo, déjà de liker, déjà de mettre des petits messages, déjà d'accompagner toutes les associations, d'accompagner toutes les personnes que vous connaissez sur cette cause. Et surtout, j'ai un grand message à faire passer aux soignants. D'accord? Allez vous former. Parce que vous n'êtes pas assez formés. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent à l'hôpital. Il y a plein de familles qui souffrent. Il y a plein de décès qui se passent. On le sait. Et moi, je suis témoin de certaines choses. Mais je ne pourrais pas en parler là. Donc, s'il vous plaît, quand un enfant arrive ou un adulte arrive en crise de DREPA, il n'est pas là pour prendre sa dose de morphine. Non, il est là parce qu'il a une crise. Donc, aidez-le jusqu'au bout. Prenez cette prise en charge. Quand vous avez décidé de soigner quiconque, vous êtes là jusqu'au bout avec cette personne. Vous n'êtes pas là pour simplement dire oui que cette personne-là est venue chercher sa dose. On est humain, donc on fait son boulot. On fait ce qu'on aime. Et dernière chose, moi je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis 2021, depuis la création de mon association, en commençant par Mam Siafa. Il m'a dit quoi? Il m'a dit Kumba, tu sais quoi? Tu t'engages dans quelque chose où tu vas galérer, mais galérer. Et bien je te jure Mams, aujourd'hui, ça a payé et je suis contente et je te remercie. Je remercie aussi Madjoula Diaby, je remercie Gouba Street, je remercie ma famille, je remercie Dounia, je remercie Fatou, je remercie Maï, je remercie Papou,
remercie tout le monde, tous les gens qui m'ont accompagné. Je remercie grandement Adama Bachili, d'accord? Parce qu'il a toujours été là à mes côtés. Je remercie toute la famille de Bouze. Je remercie Aurélie Cardin. Je remercie Julia Cordonnier. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné. Leslie Thompson, Omar Diaw. Toutes ces personnes-là, elles m'ont toujours écouté, toujours soutenu. Et je remercie surtout le maire d'Épinay-sur-Seine. Vous savez, je l'ai croisé à un événement. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, monsieur, je voudrais créer une association. Il m'a dit, laquelle? J'ai dit sur la drépanocytose parce que ma fille elle est atteinte. Il m'a dit, demain, tu passes dans mon bureau et tu crées ton association. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que j'ai pu parler de ça et sensibiliser. Et il m'accompagne. Et je suis spinacienne, fière de l'être. Et je vous remercie en vous souhaitant une bonne journée. On est ensemble. Merci d'avoir suivi Mémoire et Identité. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à nous suivre. Merci pour tout. Ciao, ciao. Merci. On est ensemble. Mais tu veux me faire pleurer? Là, j'ai failli pleurer, mais c'est... Laisse tomber. Oh, aïe, aïe, aïe.